La deuxième édition du sommet de l'ONU sur les systèmes alimentaires s'est ouverte à Addis Abeba, une co-organisation de l'Éthiopie et de l'Italie avec un objectif principal, éradiquer la faim sur la terre à l'horizon 2030. Les détails à retrouver dans cette édition. Décès de l'influenceur burkinabé Alino Faso, détenu en Côte d'Ivoire, les autorités de son pays réagissent. Ils demandent que la lumière soit entièrement faite sur les circonstances de ce drame, pendant que les autorités ivoiriennes, eux, parlent de suicide. Nous y reviendrons également en détail dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tchad Info TV. Co-organisée par l'Éthiopie et l'Italie, la réunion se tient 4 ans après sa première édition qui s'était déroulée à Rome. Pour tous ses participants, elle est l'occasion de dresser un bilan de la sécurité alimentaire dans le monde. C'est aussi l'occasion de faire le point sur l'objectif ambitieux qu'ils s'étaient fixé en juillet 2020 dans la capitale italienne, éradiquer la faim sur terre à l'horizon 2030. 4 ans après sa première édition à Rome, le deuxième sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires s'est tenu du 27 au 29 juillet à Addis Abeba. Organisé conjointement par l'Éthiopie et l'Italie, ce sommet avait pour but de dresser un état des lieux de la sécurité alimentaire dans le monde, mais aussi de relancer l'engagement politique face aux nombreux défis. En 2021, les dirigeants mondiaux s'étaient fixé l'objectif ambitieux d'éradiquer la faim d'ici à 2030. Mais en 2024, le constat est alarmant. 295 millions de personnes souffrent aujourd'hui d'insécurité alimentaire, selon les dernières données de l'ONU. Un chiffre record. À la tribune, Amina Jane Mohamed, vice-secrétaire générale des Nations Unies, a résumé la situation avec gravité. Est-ce qu'on en fait assez? La réponse est non. Les systèmes alimentaires sont toujours sous pression, les financements sont insuffisants, les transformations trop lentes, l'une de ses principales inquiétudes, les situations à Gaza et au Soudan où la faim est instrumentalisée. Le droit à l'alimentation est fondamental. À Gaza comme au Soudan, l'accès humanitaire était droit, pas une option. Une alerte reprise par Antonio Guterres qui appelle à ne pas faire de la faim une arme de guerre. Sur le continent africain, Mahamoud Ali Youssouf, président de la Commission de l'Union africaine, a livré un discours poignant. Des millions d'enfants et de mères se couchent le ventre vide chaque soir. Pour lui, l'insécurité alimentaire est amplifiée par les conflits, le changement climatique et les crises économiques. Il a plaidé pour que les pays africains consacrent 10% de leur PIB à l'agriculture, mais aussi pour un appui international renforcé. Nous ne pouvons pas y arriver seuls. Nos partenaires doivent respecter leur engagement. Si le tableau est sombre, le sommet a aussi souligné des avancées. 130 pays ont lancé leur propre programme de transformation alimentaire, s'est félicité Amina Mohamed. Une dynamique positive qu'il faut, selon elle, amplifier. Mépris pour la famille de l'influenceur et pour le peuple burkinabé, c'est en ces termes qu'on réagit ce lundi soir 28 juillet, les autorités du Burkina Faso à la suite du décès de l'influenceur burkinabé Alino Faso durant sa détention à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Alain Traoré, de son vrai nom, était détenu depuis janvier dernier et poursuivi par la justice ivoirienne pour intelligence avec des agents d'un État étranger et complot. La mort du jeune homme a été annoncée dimanche dans un communiqué par le procureur de la République qui précise qu'Alino Faso s'est suicidé. Une enquête est en cours et les autorités burkinabées réclament des explications. La mort d'Alino Faso, influenceur burkinabé détenu en Côte d'Ivoire, a déclenché une onde de choc au Burkina Faso et ravivé les tensions diplomatiques. Arrêté il y a plus de 6 mois, son décès a été annoncé dans un communiqué succinct publié 3 jours après les faits. Une méthode jugée inacceptable et irrespectueuse par Ouagadougou. Le ministre burkinabé des Affaires étrangères, Karamoko Jean-Marie Traoré, a convoqué l'ambassadrice ivoirienne à Ouagadougou. Dans un ton ferme, il a dénoncé un manque total d'égard envers le Burkina Faso, mais surtout envers la famille du défunt, qui a appris la nouvelle sur les réseaux sociaux. Il réclame une enquête indépendante et le rapatriement immédiat du corps. Les autorités burkinabées rejettent catégoriquement la thèse du suicide. Le gouvernement considère cette mort comme un possible assassinat. Nous ne sommes pas convaincus par la version des autorités ivoiriennes, a martelé le ministre de la Communication. À Abidjan, la nouvelle a choqué. Dans le quartier de Marcory, où Alino Faso tenait une rôtisserie, les habitants se disent incrédules. Il était généreux, souriant,
Dire qu'il s'est suicidé, c'est difficile à croire, témoigne un voisin. La diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire réclame également la vérité. Moumouni Sawadogo, l'un de ses représentants, exprime sa peine et son incompréhension. On doit pouvoir faire notre deuil, mais il faut d'abord savoir ce qu'il s'est réellement passé. Ce drame intervient dans un contexte déjà tendu entre les deux pays. Depuis plusieurs mois, les relations entre Ouagadougou et Abidjan sont froides. La mort d'Alino Fasso pourrait faire basculer cette tension vers une crise plus grave. Le silence des autorités ivoiriennes jusqu'ici reste incompris. À Ouagadougou, le ton est donné. Nous ne laisserons pas cette affaire sans suite. Maurice Kamto, principal opposant au pouvoir de Paul Biya au Cameroun, a déposé lundi un recours devant le Conseil constitutionnel. C'est dans le but de contester sa disqualification de la liste provisoire des candidats retenus à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Coup de tonnerre sur la scène politique camerounaise. Maurice Kamto, figure majeure de l'opposition, a été écarté de la course à la présidentielle. L'organe en charge des élections Cameroun a invalidé sa candidature déposée sous la bannière du Manidem, un petit parti d'opposition en raison d'une pluralité d'investitures. Kamto, ancien président du MRC, avait opté pour le Manidem afin de contourner une règle du code électoral qui exige que tout parti engagé dans la présidentielle dispose d'élus locaux ou parlementaires. Le MRC, rappelons-le, avait boycotté les élections de 2020, ce qui le rendait inéligible selon la loi. Mais coup de théâtre, un autre membre du Manidem a déposé une candidature en parallèle, créant un conflit interne que le Conseil électoral n'a pas tranché en faveur de Kamto. Cette exclusion a suscité une vive réaction dans la presse locale. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses voix dénoncent un deux poids, deux mesures. Djekam Chameni du groupe de Douala parle même de scandale à portée internationale. Il accuse Elekam de partialité, rappelant que d'autres partis, notamment le RDPC au pouvoir, ont vu deux de leurs membres déposer des dossiers sans pour autant être invalidés. Interrogé, Patrick Riffaut, porte-parole du RDPC, réfute les accusations. Les situations ne sont pas comparables. Dans le cas du Manidem, les conflits des leaderships sont anciens et bien documenté. Elekam s'est basé sur cet historique pour prendre sa décision. Mais dans les rues de Yaoundé ou de Douala, chez les partisans de Kamto, l'amertume est grande. On l'écarte parce qu'il dérange, parce qu'il incarne une vraie alternative, confie une militante. Des appels à la mobilisation pacifique circulent même si les autorités mettent en garde contre toute manifestation non autorisée. Maurice Kamto, qui avait déjà contesté les résultats de la présidentielle de 2018, semble de nouveau exclu d'un processus électoral jugé verrouillé. Pour lui, cette éviction pourrait signer la fin d'une stratégie légale d'alternance. Lundi 28 juillet, à l'occasion d'une rencontre en Écosse avec le Premier ministre britannique Keir Starmer, le président américain Donald Trump a haussé le ton contre son homologue russe Vladimir Poutine. Il lui aurait donné 10 à 12 jours pour mettre fin au conflit en Ukraine, faute de quoi il envisagerait des sanctions économiques secondaires sur l'achat des produits russes tels que les hydrocarbures. Donald Trump hausse le ton face à Moscou. En déplacement en Écosse, le président américain a fixé un nouvel ultimatum à Vladimir Poutine. 10 à 10 jours pour parvenir à cesser le feu en Ukraine, sinon des sanctions lourdes tomberont. Déjà, le 14 juillet, Trump avait menacé d'imposer des droits de douane très sévères si aucune avancée n'était enregistrée. Cette fois, il évoque aussi des sanctions secondaires visant le pays qui commerce avec la Russie, notamment sur le gaz et le pétrole. Le marché a réagi aussitôt. Le prix du baril s'est envolé à plus de $69. Nous ne voyons aucun progrès. Poutine continue de bombarder des villes, de tuer des civils. C'est inacceptable, a martelé Trump. Il reproche aussi au président ukrainien Volodymyr Zelensky de ne pas suivre assez fermement sa ligne dure malgré leurs relations passées. Nous pensions avoir trouvé un accord, mais les missiles russes continuent de pleuvoir. Dans ce climat tendu, une nouvelle donne économique s'installe. Trump a signé avec l'Union européenne un accord commercial important, 15% des taxes sur les produits européens importés contre 30% initialement envisagés.
En contrepartie, l'UE s'engage à investir 750 milliards de dollars dans l'économie américaine sur 3 ans. L'objectif, réduire la dépendance énergétique de l'Europe vis-à-vis de la Russie. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est félicitée d'un accord équilibré pour une Europe plus souveraine et une Amérique plus forte. Pendant ce temps, l'Ukraine continue de subir des assauts du Kremlin. Cette nuit encore, 8 civils, dont une fillette de 2 ans, ont été blessés dans une attaque à l'ouest du pays. Kiev salue la fermeté américaine, mais sur le terrain, la situation reste dramatique. Alors que l'État hébreu poursuit sa guerre en Gaza en dehors des heures de pause et a tué plusieurs dizaines de Palestiniens, ce lundi, le président américain a annoncé la prochaine mise en place par les États-Unis de centres de distribution alimentaire dans l'enclave dévastée. Suivons les détails. La faim frappe de plein fouet la bande de Gaza. En déplacement en Écosse, Donald Trump s'est dit bouleversé par les images vues à la télévision. C'est une vraie famine, on ne peut pas simuler cela, a-t-il déclaré. Il annonce la mise en place des centres alimentaires ouverts sans clôture pour les habitants. Pendant ce temps, les agences humanitaires reprennent leur opération après une pause temporaire des hostilités décrétées par Israël. Pour la première fois depuis des mois, 120 camions d'aide ont franchi la frontière égyptienne. L'ONU et plusieurs ONG ont pu distribuer vivres, médicaments et eau potable à une partie de la population. Les largages aériens ont aussi repris. 17 tonnes d'aide ont été larguées par des avions jordaniens et émiratis. De son côté, l'Europe s'organise. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni s'associent pour établir un pont aérien humanitaire. Berlin insiste. Ce n'est pas suffisant, mais c'est un début. Le roi Abdallah II de Jordanie est attendu à Berlin pour discuter de la coordination logistique. Le chancelier Olaf Scholz affirme « Nous voulons alléger ne serait-ce qu'un peu les souffrances des civils, mais ces efforts restent limités. » Hors des heures de trêve, les bombardements reprennent. Ce lundi, 54 morts ont été recensés par la défense civile palestinienne. L'ONU alerte sur les niveaux alarmants de malnutrition. Depuis plusieurs mois, Israël bloque l'entrée de l'aide, aggravant la situation. Carburant, nourriture, médicaments, tout manque. Les hôpitaux tournent à vide, les écoles servent d'abri. Pour les agences humanitaires, il ne s'agit plus seulement de livrer, mais de sauver des vies à grande échelle. Et l'urgence, elle, ne fait que s'aggraver. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Tchad Info TV.